On va passer maintenant aux 3 cercles et je voudrais qu'on essaye d'évoquer la manière dont vous êtes organisé en tant que maison familiale. Je crois que vous avez un modèle extrêmement particulier Ouais. et je serais curieux que tu nous en dises un peu plus. Oui, c'est une gouvernance qui est assez unique et tu vas comprendre à quel point elle est importante aussi dans le développement de cette maison et dans son ADN. Euh, euh, Nous sommes dirigés, notre maison est dirigée par un collège d'associés gérants. Où tous les mots sont importants. C'est 6 à 7 associés gérants aujourd'hui. Et il a la particularité, ce collège d'associés, d'être tripartite. On a pour ambition de toujours avoir une représentation familiale, puisque garant de l'ADN, de la continuité et de tout ce dont on a discuté dans cette première section. On a une deuxième partie qui sont des gens qui sont issus des rangs de la maison et qui prennent des fonctions d'associés gérants. Ça, c'est éminemment important parce qu'on ne veut pas de plafond de verre. Et une troisième partie qui sont des profils extérieurs. On voyait déjà que c'était important dans l'histoire de Lombardier, mais ça l'est encore, si ce n'est plus, en tout cas, ça reste très important aujourd'hui. C'est d'avoir des gens qui sont représentants, qui viennent de l'extérieur et qui apportent une compétence, une expérience particulière sur un sujet et un enjeu du moment. Donc l'objectif est de toujours respecter un petit peu ces trois différents corps. On se distingue un petit peu dans le modèle puisque ces associés sont nos dirigeants dans l'exécutif, au contact des clients, et en même temps, ils sont nos propriétaires. Puisqu'on est un partnership, une société de personnes, d'action par commandite, où justement on reçoit l'ownership de la maison quand on arrive au collège d'associés. Ce qui permet d'ailleurs de décorréler complètement toute notion d'actionnariat avec la partie dirigeante. Et ça, c'est très important parce que ça vous garantit, une indépendance. Et ça, c'est un principe fondamental de notre maison. Et deuxièmement, la capacité de prendre des décisions à long terme. Et ça, on aura l'opportunité d'y revenir. Ce temps long dans le processus de décision, dans la projection, est extrêmement important. Et ce temps long, il est garanti aussi par la mission que reçoivent ces associés gérants, qui est finalement de se dire comment est-ce que je peux remettre à la génération suivante une banque saine, qui a fait toutes les évolutions qu'elle devait faire et de la transmettre à la génération suivante. On avait un associé de la maison qui est responsable de notre conseil de surveillance et qui s'appelle Patrick Audier, et il avait pour habitude de le dire de façon assez simple et de dire je veux remettre la maison en meilleur état que dans lequel je l'ai reçue. En fait, le principe, il est assez simple. Donc cette dimension de transmission, elle est vraiment très, très importante. Et finalement, elle est renforcée par la dimension de méritocratie. Donc il n'y a pas de... Souvent dans les familles, on a... En fait, il y a 2 énergies. En fait, il y a l'énergie des familiaux qui en fait, ont un désir de leadership. Et en fait, c'est tellement naturel qu'ils ne se posent même pas la question de savoir s'ils vont réussir à se fabriquer un prénom. Ils foncent. Et l'enjeu après, c'est comment on arrive à mixer les 2 générations dans la transition avec l'ambivalence entre la now-gen qui dit qu'elle va partir et elle part jamais, absolument. Et puis la next-gen qui dit qu'elle va prendre le pouvoir et puis qu'elle n'ose pas le prendre. Et puis il y a à l'inverse ceux qui se disent que finalement c'est plus confortable de prendre une carrière dans l'entreprise familiale, et eux ils n'arrivent jamais à se fabriquer un prénom parce que ils viennent pas chercher cette méritocratie dont tu viens de parler. Ce que je comprends, c'est que chez vous, en fait, ça n'existe pas, puisque avec votre modèle de société en commandite, en fait, on décide d'y aller, on en profite quand on y est, et puis quand on sort, c'est terminé. Il n'y a pas d'enjeu de transmission, de structuration spécifique à faire pour passer cet actionnariat. Non. Et cette méritocratie, donc du coup, on gagne sa place, on ne l'hérite pas. Et ça, c'est un élément qui est éminemment important. Et ça veut dire que finalement, la maison prime sur l'individu. Et ça sera toujours l'enjeu, le besoin de la maison qui justifiera d'un parcours dans la maison ou pas.
Et un autre élément que tu touches du doigt qui est extrêmement important et que au contact de nos familles qui sont clientes, on voit très souvent, c'est le grand dilemme de la now-gen, hein, c'est à quel moment on lâche le volant. Et ça, cette maison a été extrêmement claire en disant, en fait, à 65 ans, on rend les clés Okay. et c'est statutaire. Et alors, comment on fait parce que du coup, ce qui m'intrigue, c'est, tu l'as bien exprimé, hein, tu as dit, ce collège, il a une triple représentativité. L'ADN de la famille, parce qu'en fait, ça va venir d'une certaine manière garantir les valeurs, les principes dont tu as parlé, l'histoire, le récit, la dynamique entrepreneuriale, capacité de faire des choix, et on en parlera après, parfois très engagés et parfois très précurseurs. Donc ça, on voit bien que c'est extrêmement important. Ensuite, tu as finalement les talents de l'entreprise qui évoluent et qui viennent apporter ce supplément d'âme. Et puis l'équivalent des administrateurs indépendants finalement qui vous permettent de prendre du recul et d'avancer. Mais alors du coup, comment tu fais pour t'assurer qu'à chaque génération, et depuis 8 générations, il y a des familiaux qui viennent, qui s'intéressent et qui ont les compétences. Parce qu'en plus, il faut avoir la performance. Et en plus, quand tu portes le nom ou que tu viens de la famille, j'imagine que l'attente est encore supérieure. Il ne faut pas qu'il y ait un doute vis-à-vis des collaborateurs. Oui. Et c'est la problématique qui se représente à chaque génération, forcément. Plusieurs éléments de réponse. La première, je pense, de nouveau, on n'est pas dans le contexte d'une famille. On est dans le contexte de plusieurs. Et c'est Friends and Family. Hein. Donc j'ai envie de dire, il y a un bassin de population qui est déjà plus large, où on retrouvera des gens qui ont ce sentiment-là, cette énergie dont tu parlais tout à l'heure. Deuxième chose, cette culture très forte permet néanmoins de garantir quand même qu'on ait toujours une représentativité, puisque puisant dans ce bassin-là, la maison a toujours été ouverte à proposer des parcours dans la maison et tout ça. Donc finalement, ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi un entonnoir, dans la mesure où on a la possibilité d'entrer dans cette maison. Par contre, aucune garantie sur le reste du parcours, ça se fera individuellement, mais il y a cette possibilité de venir travailler au sein de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a de représentants aujourd'hui de la famille dans les rangs de Lombardier ou c'est quelque chose qui est confidentiel? Je ne crois pas que ce soit confidentiel. Ça se compte sur les doigts de la main aujourd'hui. Mais de nouveau, ça peut évoluer très rapidement, puisque certains trouveront peut-être d'autres destinées. Et à l'inverse, on a peut-être des gens qui viendront nous rejoindre dans la maison aussi. Donc c'est très mouvant. Ce qui est assez intéressant, c'est que normalement, quand je rencontre des familles comme la tienne, hein, qui ont cette histoire et 7, 8, 9 générations, on est ce qu'on appelle souvent sur des familles à large actionnariat. Pardon. Donc j'ai 400, 500, 600, 700 actionnaires. Bien sûr. Et comme la famille est organisée avec ce large actionnariat, ils savent exactement combien il y a d'actionnaires dans la famille. Ils comptent les conjoints et donc ils sont en capacité de te dire, voilà, nous on est 500 actionnaires, 200 ou 150 dirigeants ou travaillants dans l'entreprise, etc. Vous, c'est pas le cas. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de travail spécifique sur l'affectio familiae et societatis, comme ça peut être le cas dans d'autres familles. Societatis probablement, familiae non. Chacun le vit au sein de son environnement. De son environnement. Ok. J'aimerais bien qu'on aborde un dernier point sur cette partie. Quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est votre prise de décision au niveau de ce collège des associés qui se prend à l'unanimité. Et tu vas nous en dire un petit peu plus. Et cette culture du consensus qui est importante. Alors, tu touches du doigt un point très important. Alors, c'est une culture éminemment suisse, hein, mais est inscrit dans les statuts de notre maison justement cette obligation de prendre des décisions collégialement et dans la majorité des cas à l'unanimité. Et en fait, c'est très intéressant puisqu'on a une diversité de représentations à la tête de cette maison. Si vous forcez le consensus, ou en tout cas vous avez pour ambition de l'atteindre, forcément,
vous allez prendre des décisions qui sont pour le long terme, qui ont une certaine stabilité et qui permettent quand même d'avoir à la tête de la maison des gens qui sont obligés de s'entendre. Et donc ça se cultive, j'imagine. Ah, ça se cultive. Et c'est inscrit. Mais c'est inscrit. Ok. Est-ce qu'on parle de la place des conjoints dans la dynamique de votre famille particulièrement ou pas du tout? Non, c'est intéressant et si on revient dans l'histoire de la maison, au 19e, et je parlais du lien entre les affaires et la famille qui était très ténu, et c'est vrai pour les conjoints puisque on a eu des femmes d'associés qui venaient de familles très académiques, notamment dans la physique, des familles d'ingénieurs. Okay. Et ça, c'est très très important parce que c'est ce qui nous a permis au 19e d'investir ou d'avoir la connaissance pour investir dans l'innovation de l'époque, qui était le chemin de fer et l'électrification. Okay. Donc, ce rôle qui n'est pas un rôle formel, mais on voit ce rôle d'influence qui était extrêmement important. J'adore l'histoire parce que je trouve que de nouveau, on arrive à démontrer que la dimension familiale représente un vrai enjeu dans l'évolution de cette maison, même sur le business concret. Et au 20e, pendant le 20e, et parce qu'on devait maintenir les noms dans la raison sociale de l'entreprise, on a eu plusieurs femmes qui sont devenues associées pour justement garantir cette raison sociale. Donc c'est pour ça qu'on voit que dans l'histoire de la maison, et ma grand-mère a été associée de cette maison pendant quelques années pour cette raison-là. Ok. Ça te rend fier, toi, de cette histoire? Comment tu le vis? Peut-être comment t'en parles à tes enfants de ton métier, mais aussi de cette histoire-là? Ça me rend éminemment fier. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça donne une certaine légitimité dans l'accompagnement de nos clients, dont les thématiques sont les mêmes que les nôtres. Et c'est vrai que rien que de par la comparaison d'expérience dans ce dialogue-là, le fait d'avoir cette expérience-là permet un rapport qui est assez particulier et permet aussi d'accompagner les clients dans des sujets qui sont éminemment émotionnels. Parce que quand on touche au business, on touche aux hard facts, on touche aux KPIs, mais quand vous êtes dans l'environnement de la famille, vous êtes dans l'accompagnement, dans la gestion émotionnelle aussi. Ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre, tu sais ça mieux que moi, mais cette dimension-là, elle est éminemment importante. Et en fait, la dimension académique est importante, l'expérience joue un rôle énorme. Ouais, en fait, vous avez réussi depuis 8 générations à être des entrepreneurs qui finalement accompagnaient les entrepreneurs au quotidien, et c'est vrai que ça change, j'imagine, la relation dans les relations et dans peut-être la typologie de clientèle que vous attirez. Oui, oui et non, parce que c'est un dialogue, c'est un rapport qui est en fait assez universel. Et même si vous êtes un entrepreneur de première génération, le fait d'attirer leurs attentions alors qu'ils sont à fond dans leur boîte, hein, et on sait de qui on parle, mais le fait de pouvoir leur apporter ce temps de recul et de leur dire vous avez le succès que vous êtes en plein dans le développement de votre business, mais n'oubliez pas, il y a une next-gen, il va y avoir de la transmission, il y a de la structuration à faire, il y a de l'organisation. Et ces éléments-là, même sur un entrepreneur de première génération, c'est éminemment important. Donc, quelque part, je ne dirais pas que le positionnement nous catégorise sur une typologie de clients. Non, dans ce sens-là, je pense qu'on arrive à s'adresser de façon assez large à tout le monde. Donc, juste pour terminer sur cette partie-là, et moi j'aime bien cette thématique des conjoints parce que dans les familles que je rencontre régulièrement, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué parce que il y a ce sujet de l'actionnariat et de toute la complexité qu'il peut y avoir lorsque tu mélanges les 3 cercles. Et en fait, quand tu mélanges les conjoints, tu mélanges le cercle de la famille avec le cercle de l'actionnariat et parfois du business. Donc, il y a des familles qui ont tendance à dire non, et pas pour rejeter les conjoints, mais pour éviter les conflits de famille. Ouais.
Et en même temps, ces conjoints peuvent se sentir rejetés parce que c'est quand même les parents des futurs actionnaires. Absolument. Et donc souvent, on entend des verbatims comme il y a la famille et il y a l'autre famille. Ouais. Et c'est beaucoup plus simple avec l'autre famille. Ouais. Ce que j'entends là, c'est que finalement, un conjoint, il a autant de possibilités, s'il suit le modèle de la méritocratie, de s'intéresser à cette aventure et à cette maison, s'il le souhaite. Absolument vrai. D'autant plus que, et je crois que l'histoire le démontre, il y a un pouvoir d'influence. Et donc, si c'est une influence positive, forcément, c'est contributeur. Donc, il faut jamais négliger les conjoints. Génial. On va passer à la dernière partie, Edouard, si tu veux bien. Avec plaisir.